Bonjour et bienvenue dans ce podcast 2 minutes pour parler d'eux, épisode 34 de notre saison 2. Je vais finir par l'appeler l'émission qui n'a jamais su tenir 2 minutes. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur et vous allez comprendre l'histoire qui se cache derrière cet épisode puisque je sors de ce qui avait été prévu dans mon planning de communication. Il s'agit de comment des managers expérimentés peuvent s'en perdre la face, retisser le lien avec leurs équipes et notamment avec les nouvelles générations. Dans le courant de la semaine, j'ai eu la chance d'échanger avec Angélique, étudiante en alternance et accessoirement en reconversion, qui a vécu quelque temps en Nouvelle-Zélande et m'a raconté son expérience managériale là-bas, en tout cas la relation qu'elle avait avec ses managers. Et cela m'a donné l'envie de parler de ce sujet qui me tient également à cœur. Aujourd'hui, des managers d'une cinquantaine ou soixantaine d'années peuvent avoir une tendance à se sentir déconnectés. Et voyez, je vais planter le décor, écart relationnel, manque de remise en question, dialogue en berne. Bref, il faut savoir qu'en France, on détient le triste record européen du désengagement avec seulement 7% de salariés réellement engagés dans leur travail. Autrement dit, 9 collaborateurs sur 10 travaillent en mode économie d'énergie. Grosso modo, la flamme vacille, le lien se distend. Alors pourquoi tant de distance ? D'abord la question bien évidemment générationnelle. D'ici à 2026, la génération Z comptera pour 27% environ de la main-d'œuvre des pays de l'OCDE. Donc c'est une génération qui a grandi avec le feedback instantané, l'autonomie et la quête de sens. Et quand elle se heurte à un management j'allais dire descendant, top-down, eh bien l'incompréhension a tendance à surgir. Ensuite, la surcharge informationnelle. Il faut savoir que 38% des salariés français ont souffert au cours des 12 derniers mois d'un stress directement lié à une organisation jugée inefficace et à un manque de soutien hiérarchique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étude Ipsos Lead de 2024. Enfin, les managers eux-mêmes peinent à se former. La routine, les urgences, l'impression de déjà savoir, autant d'obstacles qui creusent l'écart. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que le dialogue se répare. Alors dans cet épisode, nous allons d'abord regarder comment le manager peut reconnecter le fil, et je conclurai par un plan d'action sur 30 jours. Tout au long du chemin, je partagerai bien évidemment des chiffres concrets, des techniques éprouvées en entreprise française. Et nous y allons maintenant. Alors, première question à se poser, c'est pourquoi le dialogue se délite ? Il y a plusieurs angles à considérer, notamment celui du biais générationnel. Les managers boomers formatés au contrôle, au management directif face à une génération Z en quête de transparence et de feedback instantané. C'est déjà un biais qui se crée. Les canaux dépassés également. Fini le monologue PowerPoint, welcome les réunions d'équipe hebdo. Il faut savoir que 1/3 des communicants jugent leurs canaux insatisfaisants en 2025. Ce n'est pas rien. Autre angle de réflexion, celui de la charge et de la complexité du rôle de manager. Une enquête de France Transition menée auprès de 2460 managers révèle que la première compétence manquante, selon eux, c'est l'intelligence émotionnelle. Bref, si je dois avoir une drôle d'image, ce serait le capitaine du navire parle en morse et l'équipage répond sur TikTok. Autant vous dire que le naufrage est assuré. Alors, parlons de la première clé qui paraît évidente. L'écoute active et la communication non violente. Elle reste pourtant la moins pratiquée.
écouter sans préparer la réplique, parce que écoutons-nous pour réellement écouter ou écoutons-nous pour répondre? Là est la question, réfléchissez-y bien. Donc, l'outil le plus simple vient de la communication non violente. L'idée, c'est d'observer sans juger, nommer son ressenti, exprimer son besoin et formuler clairement la demande. C'est ce qu'on appelle la méthode OSBD, qui ressemble quasiment trait pour trait à la méthode DESC dont je vais parler un peu plus tard. Moi, je conseille aux managers de consacrer les 5 premières minutes de chaque entretien individuel uniquement à ce protocole. Pas de chiffres, pas d'objectifs, juste la parole libre du collaborateur. Les organisations, d'ailleurs, qui ont formé leurs managers à cet exercice, constatent en moyenne une baisse de 12% du stress perçu dans les équipes. C'est l'un des enseignements du volet, d'ailleurs, qualité de vie au travail de l'étude Ipsos que j'ai cité précédemment. Deuxième clé, faire circuler la parole, pas seulement l'information. On appelle ça aussi le feedback circulaire. Dans beaucoup d'entreprises, la communication est une rivière à sens unique, du haut vers le bas. Or, le retour d'expérience montre qu'un flux bidirectionnel, avec en plus ses passerelles horizontales entre pairs, multiplie les idées neuves et renforce l'engagement. Je pense à Decathlon par exemple, qui a institué des sondages flash hebdomadaires. 3 questions anonymes envoyées via Teams le vendredi, restitution le lundi suivant. Depuis la mise en place du dispositif, le réseau de magasins a vu son turnover reculer. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai entendu 20%. Je ne sais pas si ils sont réels. Cela avait été reporté par Parlons RH en 2024. Toujours est-il que cette logique de feedback circulaire s'appuie aussi sur un fait marquant. 85% des salariés se déclarent plus motivés lorsqu'ils reçoivent régulièrement des nouvelles claires de leur entreprise. Cela soulève la question donc de la transparence notamment. La communication managériale n'est donc pas un plus, c'est l'oxygène de la motivation. Et justement, cela me fait rebondir sur la transparence narrative, bref, le storytelling. L'histoire de raconter ce qui se passe vraiment, c'est le 3e levier. En fait, le storytelling de transparence pourrait être conduit comme ceci, à savoir 1 fois par mois, le manager peut publier un court journal de bord, vidéo de 90 secondes ou un billet sur l'intranet, où il partage les succès, les doutes, les décisions prises et les questions ouvertes. Ce format renverse le scénario traditionnel, puisque au lieu d'une communication corporate un peu aseptisée, on humanise le message. En fait, l'idée c'est que les collaborateurs puissent découvrir l'envers du décor, mesurer la cohérence entre le discours et les actes, et surtout, qu'ils sentent qu'on leur fait confiance. La 4e piste, et j'en avais déjà parlé lors d'un précédent podcast, à savoir le leadership collaboratif, dans lequel je vais intégrer la notion d'agilité. En soi, cela consiste à inviter l'équipe à co-construire les solutions. L'atelier Speedboat est un exemple ludique. On dessine un bateau, à savoir l'équipe. Tout cela se fait bien évidemment en atelier, comme son nom l'indique. On va dessiner des ancres, ce qui freine, et des vents, ce qui propulse. Et ce travail en 1 heure, dans lequel tout le monde visualise les priorités. Cette approche répond à un enjeu de temps. 63% des employés aimeraient apprendre de nouvelles compétences, mais estiment ne pas avoir le temps. Donc des formations micro-learning de 5 à 10 minutes par jour lèvent cet obstacle. Autrement dit, quand le manager sollicite ses collaborateurs pour résoudre un problème concret et leur donne la possibilité de se former en continu, il transforme l'énergie latente en intelligence collective. Allez, un dernier levier aujourd'hui pour le manager. Parlons d'hygiène digitale. Bref, il s'agit de montrer l'exemple numérique et préserver la santé mentale. Donc, envoyer des emails après 22h, c'est un peu instiller l'idée que l'urgence est permanente. C'est également fragiliser la confiance.
Quelques entreprises françaises ont instauré la règle simple, pas de mail tardif, d'accord? C'est le droit à la déconnexion. Elles mesurent ensuite la productivité sur 3 indicateurs: le délai de réponse, le taux d'erreur et la satisfaction client. Et ils observent jusqu'à 25% de progression en 12 mois. Derrière la statistique se cache un mécanisme précis. Un collaborateur qui dort bien traite les informations plus vite et commet moins de fautes. Pourquoi pas aussi pour les managers d'exploiter l'IA générative pour générer des brouillons de compte rendu, par exemple, avec toujours l'option de relire pour s'assurer que le compte rendu est correct. Mais le gain de productivité estimé est plutôt important. Soyons clairs, les statistiques le démontrent. Lorsque nous avons une hygiène digitale, eh bien le gain estimé pour l'entreprise est de plus 25% de productivité dans les équipes qui sont bien connectées. Bref, la bienveillance numérique est donc autant un acte de gestion du risque qu'un geste d'humanité. Alors maintenant, je vais m'intéresser aussi à l'équipe, parce que, soyons clairs, la communication, il y a un émetteur et un récepteur, mais il est de la responsabilité des deux, finalement, de savoir communiquer. Donc réparer le dialogue n'incombe pas qu'au chef. Les collaborateurs ont plusieurs ressorts, je vais vous en donner 4, mais premièrement, c'est de donner un feedback assertif régulièrement. Alors, un des conseils serait de le faire 2 fois par mois, par exemple, en utilisant la méthode DESC. La méthode DESC consiste à décrire des faits, rappelez-vous la méthode dont je vous ai parlé juste avant, d'exprimer ses émotions ou ses besoins, spécifier les solutions, et le C pour conclure avec bienveillance. Alors moi, je transforme souvent le C en conséquences, spécifier les solutions et décrire les conséquences si la solution n'est pas adoptée. Cela permet d'avoir une communication dite assertive et cela développe quand même l'engagement du manager. Pourquoi ? Parce qu'on agit sur un facteur émotionnel avec l'expression de ses émotions. On n'utilise pas le tu accusateur, on utilise le je. Donc je décris mes émotions, je décris les faits, j'exprime mes émotions, je spécifie les solutions et je conclus ou je décris les conséquences si la solution n'est pas adoptée. Bon, on le sait, 70% de l'engagement dépend du manager, mais il ne faut pas oublier qu'il a besoin de data terrain. Sinon, comment fait-il pour savoir ce qui se passe sur le terrain ? Deuxième clé possible pour les équipes, à savoir proposer au moins une idée d'amélioration chaque mois. Personne n'a envie d'entendre « j'ai un problème ». On préférerait entendre « j'ai une solution ». Il s'agit donc de co-construction. Les équipes qui pratiquent cette discipline affichent 13% d'engagement supplémentaire selon le baromètre TeamStarter. Donc ce n'est pas à négliger. Troisième clé, pourquoi pas essayer d'instaurer un reverse mentoring, c'est-à-dire un junior coach digital, par exemple, qui accompagne un senior, je mets des guillemets bien évidemment, sur un outil numérique ou un réseau social. Les binômes ainsi formés déclarent pour 62% d'entre eux une meilleure reconnaissance mutuelle. Donc pareil, ce n'est pas vain d'essayer, ce n'est pas moi qui le dis, c'est France Transition. Bref, vous l'aurez compris, la responsabilité est partagée. Il s'agit en fait que chacun sache clarifier ses propres besoins avant de formuler une critique. C'est un peu l'OSBD à l'envers. Et cela, lorsque on clarifie ses propres besoins avant de formuler une critique, réduit de 18% les conflits qui sont ouverts dans une entreprise. Et ça, c'est pas moi qui le dis également, c'est Ipsos. Tout cela revient à dire qu'il ne faut pas avoir peur de communiquer, mais qu'il faut communiquer de manière claire, précise, sans jugement de valeur
et sans critique d'autrui. Maintenant, je vais vous parler d'un plan d'action sur 30 jours pour recoller les morceaux. C'est le plan d'action pour les managers, mais bon, écoutez bien, ça concernera tout le monde, je pense. Imaginons cela donc sur 30 jours, grosso modo 4 semaines. Semaine 1, eh bien, le manager lance un diagnostic anonyme, 5 questions très simples sur le sentiment d'écoute. Sur également la clarté des rôles, la confiance, la charge de travail et la cohésion. C'est un peu comme une enquête de climat social. C'est d'ailleurs très très similaire, hein, je dirais, mais il n'y a pas toute la partie matérielle nécessairement. Et les résultats, publiés sans filtre, sans biais, deviennent une base de travail. Semaine 2, chaque binôme manager-collaborateur bloque un entretien individuel de 20 minutes dont les 5 premières sont réservées à l'écoute active intégrale. Semaine 3, l'équipe se réunit pour l'atelier Speedboat et les actions prioritaires sont actées, les responsables désignés, des dates fixées. Semaine 4, le manager diffuse son premier journal de bord, puis organise une visio, questions sans tabou, où chacun peut l'interroger sur les choix effectués. En un mois, la boucle est bouclée, diagnostic, écoute, co-construction, transparence. Et là, on est bon. Bref, le dialogue, c'est comme la connexion Wi-Fi. Quand elle coupe, tout le monde s'agace, mais personne ne pense à redémarrer le routeur. Donc, manager, collaborez à rallumer le signal, écoutez, partagez, co-construisez, puis montrez l'exemple. Collaborateur, eh bien, n'attendez pas la perfection, prenez votre part, proposez, formez-vous et formez les autres. C'est à cette condition que la génération Z, notamment, pas que, mais bon, les quinquas et tout le reste de l'alphabet professionnel pourra enfin parler la même langue. Si vous voulez une version expresso et visuelle de ces idées, restez branchés. La capsule vidéo 2 minutes pour parler d'eux est disponible à l'instant où vous écoutez ce podcast sur notre chaîne YouTube ou sur LinkedIn. Le temps d'un café entre 2 réunions, normalement ça devrait le faire. Je vous remercie pour le temps que vous avez passé avec moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager celui-ci s'il vous a inspiré. Surtout, dites-moi en commentaire comment vous rétablissez la connexion avec vos collaborateurs et vos managers. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast 2 minutes pour parler d'eux. À bientôt.